Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la Formule 4 tout simplement qu'on va rouler au Grand Prix Explorer. Donc je me suis dit que ce serait cool de faire un petit peu le tour du propriétaire. Je voulais surtout vous montrer en fait l'habitacle principalement, les sangles, le volant, les pédales, etc. pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais finalement je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un tour du propriétaire de la voiture qu'on a devant nous. Dans l'ensemble, c'est une monoplace, c'est la première entre guillemets monoplace qu'on va avoir en sortant du karting. Max Verstappen lui était passé directement à la F3, mais ça c'est un autre problème. Le championnat de France F4 a aujourd'hui une réglementation FIA pour le coup. Donc ça rigole plus trop, il y a eu beaucoup d'améliorations notamment sur les éléments de sécurité. Je vous montrerai un petit peu plus tard l'ancienne qui était là-bas, vous allez voir c'est pas du tout la même chose. Là ça ressemble vraiment à une petite Formule 1. Donc du coup on va faire un petit peu le tour du propriétaire et voir les points de ressemblance justement qu'on peut avoir par exemple avec une monoplace un peu plus grosse du style Formule 1 par exemple. Alors du coup, on va commencer par la voiture en elle-même, aileron avant, aileron arrière, fond plat, comme sur les F1 des générations précédentes. Sachez que l'aileron avant, en fait, on règle toute la lame de l'aileron avant. On a des petites cales qui permettent de régler avec plusieurs millimètres de différence pour avoir plus ou moins un aileron qui est incliné pour générer plus ou moins d'aéro. On a un fond plat, donc pareil, il faut que ça génère de l'appui. Et puis on a un aileron arrière, là aussi on va régler justement l'inclinaison de l'aileron si on veut plus d'appui à l'arrière, etc. Sachez que quoi qu'il arrive, l'aileron avant et l'aileron arrière ont aussi ce rôle-là d'équilibrer d'un point de vue aérodynamique la voiture et que sans ces deux éléments-là, le fond plat il fonctionne beaucoup moins bien aussi. Donc il faut absolument un aileron avant pour faire travailler le fond plat qui va faire aussi travailler l'aileron arrière et tout ça, il faut que ça soit entre guillemets ensemble, quoi. Sur l'aileron avant, rapidement, on a donc forcément des plans verticaux de l'aileron. On a une grosse équerre de part et d'autre à la Franck Montagny qu'on adore, qui permettent justement de venir un petit peu plus appuyer la voiture. On a un museau qui est donc aussi la crash box comme sur les Formule 1. Cette fois-ci, et on le verra avec la crash box à l'arrière, le museau a été rallongé par rapport aux générations précédentes. Donc c'est aussi un autre élément de sécurité important qui a été apporté sur ces F4. On va passer sur les suspensions avant rapidement. Suspension avant à poussoir. Donc classique finalement, comme sur une monoplace, comme la majorité des Formule 1 aujourd'hui. Alors oui, en Formule 1, depuis cette année, on a par exemple McLaren qui a une suspension à tirant. Pour vous la faire rapidement, la suspension à poussoir, donc on a un triangle supérieur, un triangle inférieur. Donc ça permet de tenir entre guillemets la roue. Et en fait, la suspension, elle se fait à travers cette barre-là qui va venir, en fait, si la roue prend une bosse, le bras va venir pousser à l'intérieur le mécanisme de la suspension, de l'amortisseur, etc., etc. À l'inverse, la suspension à tirant, en fait, on inverse le mécanique et quand il va y avoir une bosse, et en fait, ça va être la roue qui va venir tirer le système à l'intérieur. Donc généralement, alors on voit souvent sur Internet qu'il y a peut-être parfois la suspension à poussoir ou la suspension à tirant qui peut être meilleure en termes de performance, etc. Non, en fait, il n'y a pas de différence de performance entre une suspension à poussoir et une suspension à tirant. Il y a juste des avantages et des inconvénients dans un cas comme dans l'autre. À poussoir, c'est un peu plus simple parce que là, on a juste à retirer ce capot-là et on accède à l'amortisseur, etc., à tous les éléments assez facilement. À une suspension à tirant, en fait, tous les éléments vont se retrouver dessous et donc du coup, c'est un peu plus chiant à régler. Par contre, effectivement, le fait que on prenne les éléments du dessus pour les mettre dessous, on va abaisser le centre de gravité. Donc, c'est un petit gain qui n'est pas forcément très négligeable, qui peut être intéressant. Donc voilà, il n'y a pas forcément une suspension ou une autre qui est plus, on va dire, performante dans un cas ou dans l'autre. C'est vraiment plus une question d'ergonomie globalement, de prendre des avantages et des inconvénients et puis d'essayer de faire un mix. Quoi qu'il arrive, on essaie toujours de faire un compromis sur les voitures. D'ailleurs, en parlant des suspensions, on a aussi des suspensions à poussoir à l'arrière. Regardez, suspension à poussoir, on a donc l'amortisseur, on a des, comment ça s'appelle, j'allais dire des springs, des ressorts, pardon. On a le rocker, alors vous me donnerez la définition en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'élément justement qui fait le pivot. Donc suspension à poussoir aussi à l'arrière, je pensais que ça allait être à tirant comme sur les Formule 1, c'est aussi assez conventionnel qu'en F1 on ait plutôt des suspensions à poussoir à l'avant et à tirant à l'arrière. Là on peut avoir poussoir avant, poussoir arrière, donc pas de souci. Alors du coup on est à l'arrière, tant mieux, vous le voyez, les suspensions et tout le système d'amortissement est tout simplement visé sur
la boîte de vitesse. Boîte de vitesse séquentielle, je crois, 6 rapports. Comme sur une Formule 1, au final, on a le moteur et puis la boîte de vitesse derrière. Et ensuite, effectivement, eh bien, on a les trains roulants, etc. Il n'y a pas de différentiel sur cette Formule 4. Le moteur, rapidement, 4 cylindres, ça fait 170 chevaux. C'est un moteur Alpine ou Renault, je crois, préparé par Oreca. On a un joli, bon, gros turbo qui permet d'avoir un moteur un petit peu plus coupleux sur des régimes un petit peu plus bas, on va dire. Donc là, on est sur le ponton, donc vous voyez, c'est ce qui se cache derrière la belle carrosserie qu'on a généralement. D'ailleurs, en parlant de carrosserie, ici sur le côté là, alors faut imaginer, hein, mais sur le côté là, en fait, il y aura le logo Oscaro qui est notre partenaire, notre sponsor principal de l'écurie, qui nous accompagne avec Valouz justement. Donc un gros merci à Oscaro de pouvoir nous sponsoriser pour cet événement qui est tout simplement incroyable. Petit lien dans la description, etc. comme d'habitude. Donc on a vu quelques croquis de la voiture. Franchement, ça va être bien. Bref, tout ça pour dire que bon, derrière le ponton, il se cache ça. Donc vous avez effectivement tout ça, tout est en carbone. L'air rentre, vient refroidir ici le radiateur d'eau qui vient refroidir le reste de la voiture, donc ça, pas de souci. On a un petit peu d'électronique, je crois, ici. Voilà, donc là on a de l'électronique. Généralement, on pose l'électronique plutôt en dessous des entrées d'air. Et on termine à l'arrière avec l'aileron arrière, comme son nom l'indique, et une crash box à l'arrière qui est monumentale. Elle est absolument grande. Grosse crash box à l'arrière avec effectivement le feu qui va bien et surtout des répétiteurs de feu sur les côtés. Ici, on a des LED aussi, donc ça fait 3 feux bien distincts pour repérer une voiture, une monoplace sur la piste quand par exemple on allume les feux pluie. Là, si vous ne le voyez pas, le gars de devant, vraiment vous êtes aveugle. Mais en vrai, tu sais que quand tu roules vite et que tu as de l'eau et tout qui sort, en vrai, c'est pas inutile, quoi. Ça fonctionne bien. Venez avec moi de l'autre côté, que je vous montre ce qui fait la caractéristique qu'on aime bien de cette voiture. On fait rentrer l'air. Là, vous avez vu, il y a un énorme tuyau. Et ici, là, dans cette région-là, on a le turbo. Et le turbo, je vous promets, ça fait un bruit de Toyota Supra, un 2JZ de l'enfer. Ça fait un bruit infernal, mais c'est ça qu'on adore en vrai. Donc le turbo, tac, ça va comprimer l'air. Ça va renvoyer l'air dans un échangeur qui est derrière le sidepod ici. Parce qu'on va refroidir l'air. Et on va balancer l'air dans l'admission. Et ensuite, ça fait le chemin classique, etc. Et ici, on a le pot d'échappement. Ce qui est grave intéressant, c'est que ces Formule 4 sont propulsés, alors par un moteur, oui, mais le moteur marche avec un biocarburant qui est fourni par Repsol. Et ce biocarburant, en fait, permet quand même de réduire de 70%, je crois, les émissions de CO2. Alors, ça ne réduit pas de 70% le CO2 qui sort directement de l'échappement, mais en fait, sur toute la phase de production du carburant, c'est là où on fait le plus gros gain. Parce qu'en fait, le problème pour faire du carburant, pour faire de l'essence, entre guillemets, faut aller chercher du pétrole. Donc déjà, ça consomme de l'énergie, etc. et du CO2. Donc les puits de pétrole, etc., c'est compliqué. Ensuite, il faut raffiner le pétrole. Une fois que tu as le pétrole, faut le transformer, etc. Et dans les raffineries, forcément, ça consomme de l'énergie qui n'est pas forcément super bien. Et après, il faut le transporter aussi, cette essence raffinée, etc., machin, etc. Donc du coup, c'est sur tout ce processus-là, notamment, que le biocarburant permet de réduire l'empreinte carbone de 70%, ce qui est absolument énorme. Mais oui, ça ne se voit pas tout de suite à la sortie de l'échappement. Puis ça fait quand même un joli purée, on va être tout à fait honnête. On va faire la dernière chose qui s'appelle le cockpit. On a un headrest comme en Formule 1 qui remonte assez franchement d'ailleurs. En Formule 1, le headrest qui remonte aussi franchement est arrivé en 2008. En 2007, on avait encore des côtés assez dégagés pour la tête du pilote. Là, ça remonte vraiment très très haut. Ça enlève, on va dire, un petit peu de vision périphérique sur les côtés. Mais derrière, sur un choc, effectivement, on est quand même vachement bien retenu et finalement, on ne bouge pas beaucoup la tête. Deuxième chose, le harnais 6 points. Alors, c'est pas très compliqué. On a des sangles, voilà. On a des sangles. On a une sangle par-dessus, une sangle sur les côtés et forcément des sangles par-dessous. On vient clipser tout ça, hop, et puis on vient tout simplement enlever la boucle pour pouvoir sortir.
Dans l'habitacle, on a comment ça s'appelle, on a un premier siège et ensuite on vient avec un baquet qui est moulé. En fait, le premier siège, on a des sangles qui permettent d'extraire le pilote si jamais il y a eu un carton. On désincarcère, je crois ça se dit, la voiture, on l'ouvre entre guillemets et puis ou alors on arrive à faire basculer le pilote. Si jamais il a un gros accident et qu'il n'arrive pas à bouger ou ce genre de choses, on essaie de conserver justement un maximum sa colonne vertébrale comme elle est avant de faire quoi que ce soit. On veut l'extraire et ensuite on va voir ce qui se passe. Donc du coup ça c'est important aussi. Ça a été une des innovations qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Il y a une bonne grosse dizaine d'années, peut-être 10-15 ans je dirais, quelque chose comme ça, où justement on peut extraire le pilote directement avec son baquet de la voiture si jamais il a eu un gros crash. Ça, c'est un baquet de pilote. En fait, le pilote va s'asseoir dans son baquet, entre guillemets. On va couler tout simplement une patte qui va se durcir. Donc, ça va prendre la forme du pilote, tout simplement. Et ensuite, ce petit baquet moulé, on va le mettre dans la voiture, tout simplement. Et le pilote va pouvoir venir et s'harnacher et il ne bougera plus dans la voiture. Et entre guillemets, il fera corps avec la voiture. Il ressortira tous les petits mouvements de caisse, etc. parce que c'est un petit peu l'objectif aussi et on viendra le sangler par-dessus, donc pas de souci. Alors je vais pas m'asseoir dedans parce que si je m'assois dedans, je vais lui déformer son baquet et franchement ça c'est pas très cool. Pour allumer une voiture c'est assez simple, on a un bouton principal qui permet d'allumer le courant et ensuite on a un bouton d'ignition comme on dit en anglais qui permet justement de démarrer la voiture. Très simplement les gars, on a un bouton ici start stop. Il y a une procédure à faire pour pouvoir allumer la voiture, mais bouton start-stop, on démarre la voiture et après on peut partir. Là on met le courant, on a le joli volant, alors volant un peu classique quand même, palette magnétique. À droite on monte les rapports, à gauche on les descend, pas de souci. Si on fait le tour du volant, on a donc un bel affichage ici. On a des LED pour le régime moteur. Les LED sur les côtés, là par exemple, si je mets le bouton Rain, vous voyez, hop, ça allume les petites diodes en bleu pour dire oui, c'est bien, t'as bien allumé les phares pour la pluie. Alors, du coup, sur le volant, ici, on a surtout le rapport de boîte. J'ai mis du temps à comprendre où étaient les kilomètres/heure, c'est ici. Et puis après, effectivement, on a les températures. Ça doit être la pression d'huile, peut-être, ou quelque chose comme ça, pas sûr. Là, ici, dans le petit carré en haut, on a le régime moteur. Et puis on a quelques informations sur les temps si on change de page. Là, ici, sur cette page-là, c'est assez simple. On a donc l'angle qu'on va mettre dans le volant. Là, c'est le pourcentage de pédale de frein qu'on va mettre. Ça, c'est la brake balance. Donc là, c'est le frein arrière, le frein avant. Et en combien de pression on envoie de barre sur le frein. Et enfin, dernière chose, je crois que là, on a le pit limiter. Et je crois qu'il faut rester appuyé 3 secondes. Ah, voilà. Vous voyez, là on a déclenché le pit limiter en vert qui clignote, nickel. Et quand on l'enlève, hop, une pression. Pour le mettre, en fait, il faut rester appuyé. Le pit limiter se déclenche et on part. Pour mettre la première vitesse, en fait, il y a une sécurité. On ne peut pas mettre la première vitesse comme ça. Genre, je ne peux pas appuyer sur la palette de rapport et ça passe. En fait, il faut sélectionner le point neutre, il faut appuyer dessus. Et là, on vient de mettre la première. Et pareil, pour pouvoir remettre le point neutre, on appuie sur le neutre, on descend et on remet le point neutre. Et si on veut mettre la marche arrière, on appuie sur le point N et on met la marche arrière. Donc voilà, ça c'était le volant. Et forcément, alors le volant, vous allez me dire, voilà, hein, il y a un câble qui relie tout à la voiture, pas de souci. C'est comme ça que ça fonctionne, il n'est pas wireless, comme on dit. Hop, on va essayer de le remettre. Alors avec le halo, c'est très chiant de remettre un volant. Et ben voilà, vous avez fait le tour du propriétaire d'une Formule 4. Grosso modo, je pense que demain, si vous rentrez dans une Formule 4, vous savez la démarrer à peu près. En tout cas, si c'est une Mygale comme celle-ci, vous ne devriez pas être trop paumé. Vous connaissez 2-3 petites procédures un peu sympas. Encore une fois, un gros merci à Oscaro qui va avoir son autocollant magnifique sur le côté de la voiture. Même sur le museau aussi, je crois qu'ils vont avoir le logo Oscaro. Donc un grand merci à Oscaro pour nous donner l'opportunité de faire partie justement de ce projet qui est absolument incroyable. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires justement sur
la voiture, sur 2-3 choses. J'ai pas parlé des pneus, c'est des pneus Pirelli. Ça dépend on va dire des championnats. Il y a des championnats où c'est du Hankook, d'autres, je sais pas s'il y a du Michelin, je suis pas sûr. Mais en championnat de France, en tout cas, c'est du Pirelli. Pareil sur les freins, ça freine bien. Je crois qu'il y a 4 pistons sur les étriers de frein, il me semble. J'y connais un petit peu moins en frein. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, évidemment. J'essaierai de vous retourner 2-3 petites choses avec grand plaisir, évidemment, pour cette vidéo de la F4. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas si je vais rentrer dedans et la démarrer et me barrer avec, mais je suis pas loin de faire ça. Mais ça devrait aller. Normalement, on doit rouler demain, donc je peux encore tenir un petit peu. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.